Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq, du CAC. On va encore faire un peu d'intermarché. On est obligé parce que là, il se passe tellement de choses que si on se laisse guider par nos émotions, eh bien, on va se faire promener. Il faut regarder ce que dit le marché a priori et ce que dit le marché après un plus grand examen finalement des cohérences entre les marchés. C'est ça que je vais faire encore. Donc, si vous êtes pressé, regardez la timeline en dessous de la vidéo. Vous avez un chronométrage des différentes séquences. Comme ça, vous pouvez directement ce vers quoi vous êtes intéressé et on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord, le SP500 vient de prendre 0,94% pendant que le Nasdaq lui-même a pris, alors c'était 1, voilà, à la clôture 1,4%. Franchement, pour tous ceux qui étaient baissiers, pour tous les bears, comme on dit, le marché aurait pu mettre, passez-moi l'expression, un coup de pied au cul aux bears. Ça aurait été plus respectueux que ce qu'il vient de faire là. Parce que dans un contexte où tout le monde s'évertuait à craindre le pire, un Nasdaq qui est quand même le marché type de ceux qui recherchent si la prise de risque est au rendez-vous ou pas. Bon, clairement, c'est un marché risque on. Les gens veulent du risque. Eh bien, encore une fois, une baffe aurait été plus respectueuse que ce pied de nez fait au baissier. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? On va essayer de voir. Tout d'abord, effectivement, l'envolée à petite échelle et marché dû au fait que voilà, il semblerait bien que tout soit déjà réglé, c'est-à-dire que les Iraniens n'arriveront pas à endiguer le cours de la guerre, qui est clairement en leur défaveur. Et puis surtout, ce qui intéresse les marchés, c'est qu'a priori, sur le plan du pétrole, il ne devrait pas y avoir de répercussions. Je vous rappelle, et attention, je vous invite vraiment à mettre en commentaire les choses que j'oublierai ou sur lesquelles je passerai vite. Je ne suis pas en train d'imposer un point de vue, je suis en train de vous donner la lecture du marché. Ça ne veut pas dire que j'y souscris, ça ne veut même pas dire que je suis sûr d'être dans le vrai, c'est mon interprétation. Donc si vous avez une autre interprétation, mettez-les en commentaire. Ne m'insultez pas, c'est pas mon boulot. J'essaie simplement de faire une lecture du marché. Je vous invite à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais restez s'il vous plaît respectueux. Je n'ai pas la prétention d'être dans le vrai, c'est un simple partage. Regardez ça, le SP500 monte, le Nasdaq monte. Ok, on passe tout de suite à Intermarché parce que ça va appuyer davantage ce que je dis, sinon j'ai l'impression de parler un petit peu dans le vide. Regardez les autres marché. Donc l'or vient de perdre aujourd'hui 0,92%. L'or, c'est un peu le baromètre de la peur. Quand on panique, ça monte, comme vendredi. Quand on panique plus, ça baisse, comme aujourd'hui, 0,9%. Regardez également le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est très important parce que quand on a envie de prendre du risque, quand on est en mode risk on, ça monte. Et effectivement, aujourd'hui, on a pris 1,15%. Voilà, je vous expliquais ce qui se passe, pourquoi ça redescend, mais au meilleur de la séance, on a pris 3,3% sur Bitcoin. Regardez maintenant l'inverse, les valeurs refuges. Alors, le franc suisse, on sait que le franc suisse, normalement, il monte par rapport au dollar quand on a peur et il descend lorsqu'on n'a pas peur. Et là, sur la séance d'aujourd'hui qui est en train de se faire, vous voyez que c'est le dollar qui est monté par rapport au franc suisse. Autrement dit, le franc suisse a baissé par rapport au dollar. Ça veut dire encore même pas peur. Pareil pour le yen, USD yen, c'est la même histoire. Lorsque on a peur, normalement, le dollar devrait baisser par rapport au yen. Alors là, vous voyez bien, c'est le dollar qui est monté par rapport au yen. Donc, pas peur non plus. Regardez le 10 ans. Le 10 ans, c'est important. Non, on va regarder d'abord le pétrole. Le pétrole, c'est en fait c'est cette séance-là qui nous intéresse. Celle d'ici, c'est la nouvelle. Ok, lundi, le pétrole s'est effondré de 1,7%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes raisons qui poussaient le pétrole à la hausse sur la séance précédente ne sont plus là. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Apparemment, les marchés se disent, ok, le détroit d'Ormuz par lequel passe 20% du pétrole mondial, 20, 25, je sais plus, et 20, 25 également du gaz naturel, il sera pas fermé par les Iraniens, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens et parce que le déplacement, vous avez entendu, de la flotte et du porte-avions américains sur zone incite à penser qu'ils vont sécuriser et donc il n'y aura pas de répercussions sur le pétrole, donc le pétrole reste. Bon, vous avez compris. Ah oui, j'oubliais le 10 ans,
très important U10 ans parce que c'est aussi un marqueur de la peur, c'est cette bougie-là. Pareil, ça a baissé, autrement dit, on s'est pas rué sur un produit refuge, autrement dit, un autre élément qui montre que la peur n'est pas au rendez-vous. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle pour vous montrer deux choses. Un, faites toujours attention du consensus apocalyptique dans les médias, où c'est normal, moi aussi je le fais, hein, on aime bien les sensations fortes, et parfois on exagère un petit peu. Et les mêmes qui disaient... que c'était dramatique et qu'on risquait d'aller chercher des niveaux insoupçonnés de baisse sont les mêmes qui disent que maintenant ça va mieux. Vous voyez, les analystes, et je me mets dedans, enfin je suis pas un analyste, mais je suis un observateur, sont versatiles, ok. Et pourquoi ça remonte alors? Pourquoi ça remonte? Eh bien tout simplement parce que on se demande si ça va pas plus loin que simplement se sécuriser, s'il n'y a pas derrière une volonté des Américains d'appuyer la destruction des installations nucléaires. Et c'est pour ça que sur les dernières bougies que j'ai éludées et que je vous montre maintenant, eh bien les marqueurs de la peur reviennent un petit peu. C'est-à-dire que si vous regardez l'or par exemple, non, il n'a pas encore suffisamment coté. Je vous montre, oui, le pétrole. Le pétrole recommence à monter un petit peu, ok, par réflexe, hein, lorsque la tension remonte, et également le Bitcoin qui du coup recommence à baisser un petit peu, où il a terminé plus bas que les plus hauts, tout simplement parce qu'on se dit peut-être qu'il y a un risque. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, on essaie surtout de garder la tête froide et d'avoir un scénario. Et vous savez, l'idée, c'est que vous avez le droit de trader les fondamentaux. On sait que ça fonctionne quand c'est bien fait. Vous avez le droit de trader avec les analyses techniques et les éléments techniques. On sait que ça fonctionne quand c'est bien fait. On a le droit de faire les deux. Quand c'est bien fait, ça fonctionne très bien. Par contre, ce qui fonctionne pas, c'est... vous avez le droit d'être réactif et pas réfléchi, c'est-à-dire réagir à ce qui se passe sur le marché avec des éléments adéquats. On sait que ça marche, et vous avez le droit d'être, entre guillemets, borné, campé sur vos convictions fondamentales ou techniques et ne pas au contraire bouger pour rien. Ça fonctionne aussi. Ce qui ne fonctionne pas, c'est de changer son fusil d'épaule constamment sans savoir exactement ce qu'on a en tête. Donc, je reviens à mon SP500. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Eh bien, si vous avez un biais baissier, je pense qu'on ne peut pas l'abandonner. Il y a des choses qui militent pour des choses qui pourraient s'envenimer. Et il faut savoir tenir la barre. Justement, c'est l'objet du backtest du jour. Je vais parler de three line break. Alors, le three line break, je vais pas revenir sur la définition, mais en gros, vous avez un tutoriel en dessous. Et l'idée, c'est que quand vous avez un premier bloc qui est rouge, comme ça, ok, la logique veut que ce soit un signal baissier qui soit accompagné par la présence d'un deuxième bloc rouge derrière. Ok, je le répète parce que très souvent on s'y perd. Le three line break n'existe pas dans la version gratuite de Pro Real Time Web. Ok, ça n'existe pas, c'est un peu trop, on va dire, sophistiqué. Par contre, si vous voulez l'utiliser, ça existe dans la version complète gratuite de PRT. Donc vous devez switcher de la version gratuite web à la version gratuite PRT pour l'avoir. C'est pas la peine de le chercher sur la version web, vous le trouverez pas. Ok, pour avoir tout ça gratuitement, vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est PRT. Donc là, je suis en train de vous montrer un premier bloc rouge, ok, qui date du vendredi 13 juin. Eh bien, vous voyez, quand on a un premier bloc rouge, généralement la couleur du bloc d'après, c'est rouge. Premier bloc rouge, encore du rouge. Premier bloc rouge, encore du rouge. Pas toujours vrai. Là, premier bloc rouge et derrière vert, premier bloc rouge et derrière vert, premier bloc rouge et après rouge, etc. Et j'ai fait le test 40 fois. Et 40 fois, ça nous donne regardez, hein, là, c'est pas toujours vrai. Hein, quand ça prend un premier bloc rouge et après vous avez un bloc vert. Et la conclusion est la suivante. Suite à un premier bloc rouge, est-il légitime d'espérer un bloc rouge derrière, une continuation de la baisse en quelque sorte? Bon, c'est pour de la tendance, hein, ça se traite pas vraiment, ça. C'est pour vous donner un filtre de direction. La réponse est oui. Hein. Généralement, c'est-à-dire dans 36 cas, sur 50, on a eu un bloc rouge consécutif au premier bloc rouge, un deuxième bloc rouge. Okay. Et par contre, on peut avoir un bloc vert suite à un premier bloc rouge, mais ça arrive que dans 35% des cas. Autrement dit, si vous voulez encore, il est beaucoup plus plausible que suite à un bloc rouge
tel qu'on en a eu, la couleur du prochain bloc soit rouge. Et à quel moment ça deviendrait vert? C'est si on clôture au-dessus du plus haut des 3 derniers blocs. Donc les 3 derniers blocs étaient là, le plus haut il est là. Donc si on clôture au-dessus de 6050 à la louche, eh bien on aura un bloc vert au lieu d'avoir un bloc rouge. Ok, donc le stop loss éventuellement il est facile à mettre. Le seul problème c'est que vous ne contrôlez pas vraiment la perte puisque vous ne savez pas à quel moment on va clôturer. Mais bon, vous pouvez également utiliser simplement comme un filtre de tendance. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que vous avez le droit d'être baissier. Hein. Et à partir de là, effectivement, si vous spéculez à la baisse maintenant, l'idée c'est de mettre un stop de protection dessus, tout naturellement. Quel objectif? 58, 30, 57, 67, voire un contact avec cette zone-là. Ok. Maintenant, si vous êtes haussier, je pense qu'acheter maintenant c'est envisageable, mais vous êtes au contact d'une résistance hebdomadaire ici, et c'est toujours une idée un petit peu, on va dire, risquée hein, que de le faire. Bon, là c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que moi-même je suis rentré à la hausse ici, hein, mais bon, c'est pas parce que je le fais que c'est forcément ce qu'il y a à recommander quand on débute, mais il faut savoir qu'acheter au contact d'une résistance hebdomadaire, ça peut paraître comme un petit peu risqué. Sinon, deuxième solution, vous attendez un éventuel repli, ou éventuellement vous attendez la fin de cette histoire hein, avec le Moyen-Orient, et vous attendez éventuellement un retour là, vous achetez, et puis vous parlez un retour sur les plus hauts. Ok. Si vous avez, je le vois là sur du coin de l'œil sur mes réseaux sociaux, il y a Donald Trump qui est parti, il a dit bon, débrouillez-vous sans moi pour le G7, j'ai des questions importantes à régler au Moyen-Orient. Donc voilà, ces genres de choses, ça fait un peu flipper les marchés, c'est normal. Hein. Et c'est pour ça que le risk off revient un petit peu là. Si vous avez un autre biais aussi plus optimiste, vous attendez que l'on casse, que l'on revienne. Ok, vous achetez stop de protection dessous, c'est possible, c'est pas absurde. Soit vous achetez parce que vous trouvez que c'est bien, soit vous achetez parce que vous avez un backtest. Ça va notamment jouer sur votre stop de protection, l'endroit où vous allez le mettre. Hein. Le Nasdaq, c'est pareil, j'ai envie de dire. Hein, on est au contact d'une résistance. Là aussi, hein, c'est une hausse de 1,4% importante. Donc, là aussi, vous avez un premier bloc rouge qui a été dessiné sur le three line break. Et pareil, hein, normalement, quand on a un premier bloc rouge, généralement, on a un deuxième. Vous avez la possibilité d'acheter, naturellement. On est sur une structure haussière, hein, donc c'est pas incroyable hein, que de prendre une position acheteuse alors qu'on est dans une structure haussière avec des pics ascendants et des creux ascendants. Hein. Donc vous pouvez acheter. Maintenant, stop de protection serré. Comme pour le SP500, c'est un peu risqué, mais c'est jouable. Hein. Ou alors vous attendez que l'on revienne là, stop de protection en dessous. Et si vous avez un biais baissier, par contre, hein, vous pouvez spéculer à la baisse ici. Hein. Mettez un stop de protection peut-être un petit peu plus large, parce qu'au cas où on aurait des nouvelles. Le truc aussi qui a calmé le jeu, j'ai oublié, je le dis rapidement, c'est la position des grandes puissances. D'un côté, vous avez les États-Unis qui ont dit on va backer Israël, et qui l'ont fait de toute manière, selon toute vraisemblance, et de manière, on va dire, un petit peu discrète. Et de l'autre côté, vous avez la Russie qui a dit, et la Chine qui ont dit qu'ils n'interviendraient pas. Okay, ils ont dit qu'ils veulent bien négocier, ça veut tout dire. Hein. Donc ça aussi, ça a beaucoup calmé les marchés, hein, de voir qu'il n'y avait pas une extension majeure du conflit à des grandes puissances. Hein. Ça aussi, ça a fait plaisir au marché. Et le CAC 40 qui, pareil, rebondit, pas n'importe où, hein, sur une zone d'accumulation, enfin une zone de support, 76, 76,05. On va voir si ça tient pas. En tout cas, il n'est pas trop tard pour acheter. Stop de protection en dessous. Ok, si vous avez un backtest, hein, à mon avis, vous devez avoir des backtests ici. Si vous avez un biais baissier, ça me semble un petit peu compliqué de spéculer à la baisse maintenant. Il me semblerait plus évident d'attendre que l'on casse cette zone et qu'on attend un éventuel pullback pour spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus. Ou alors un retour sur la zone ici pour spéculer à la baisse, ou alors à la limite sur le précédent sommet. Vous pouvez faire ça aussi. Soit parce que vous aimez la zone, soit parce que vous avez un backtest qui vous dit de le faire, etc. Donc voilà. Et puis, bien sûr, vous l'aurez compris, hein, il y a tout ce qu'on peut faire aussi sur les autres marchés. Je le dis rapidement parce que c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, mais si vous voulez par exemple trader le gold, j'ai vraiment pris ça au hasard. Vous voyez, vous pouvez très bien spéculer à la baisse, stop de protection dessus. Si vous êtes plutôt acheteur, attendre que l'on casse cette zone, acheter, stop de protection là, ou alors attendre que l'on revienne ici, acheter, protection là. Bref, c'est toujours la même chose. Hein. Soit vous achetez sur zone, soit vous achetez sur setup, comme vous voulez. Mais vous avez le droit d'avoir des convictions
fonda et de les articuler avec des setups techniques. Hein. C'est une façon de faire qui doit pas vous surprendre. Hein. Le seul truc, c'est que quand vous appuyez sur des fondamentaux, vous ne pouvez pas véritablement ensuite dire que vous avez un trading qui est systématique. Moi, je recommande aux débutants d'avoir un trading systématique parce que ça permet de gérer les émotions, mais avec le temps, vous pouvez très bien avoir un setup, un trading qui est mixte. Hein. Voilà, c'était suffisamment long. Je vous souhaite une excellente journée. Mettez en commentaire sans m'agresser parce que je suis pas un spécialiste. Hein, si vous avez une autre vision des marchés, de l'analyse fonda, de la stratégie, des enjeux stratégiques qui pourraient, bien sûr, il ne s'agit pas de faire de politique, hein, c'est au service du trading. Hein. Et je lirai ça avec plaisir, en tout cas, même si je ne réagis pas, parce que voilà, les autres lisent toujours les commentaires, j'en suis certain. À demain pour la mise à jour, vous avez plein de vidéos qui vous attendent du week-end, en particulier l'or, les cryptos, etc.